Alors, vous avez parlé de bases militaires, mais il faut le dire, il s'agit donc des bases militaires étrangères qui n'existent donc plus sur le sol nigérien. Excellence, le bilan adressé dans le discours par le président de la République, chef du CNSP, reflète-t-il selon vous les réalités que le Niger a vécues ces 2 dernières années? Oui, je crois que le général Tchani, comme son titre l'indique, c'est un soldat. Et il a parlé comme un soldat, dire la vérité. Personnellement, à première vue, je me suis dit, trop de franchise aussi en temps de guerre, ça dérange. Mais c'est à cause du profond respect qu'il a pour son peuple qu'il se dit, je dois leur dire des choses comme elles se passent. Comme l'a dit mon vis-à-vis, il aurait pu enjoliver. Bon, écoutez, je vous ai ramené l'uranium, je contrôle le pétrole, j'ai chassé tous les embrouilleurs et assistants techniques des terroristes déguisés en base de drones, en base de ceci, en base de cela. J'ai réussi ici, mais il n'a pas dit un seul mot de ça. Il a insisté sur les difficultés et appelé les Nigériens à redoubler d'efforts pour que l'objectif soit atteint. Mais selon vous, pourquoi faire ce choix de communication? C'est un choix parmi tant d'autres. Et je crois qu'il fait l'exception parce qu'en temps de guerre, les pays du Sahel, ils sont en guerre, hein, ça dit que... c'est la réalité. Il n'y a pas un autre mot, ils sont en guerre. Et on sait qu'en temps de guerre, les premiers cadavres, c'est la vérité, c'est les cadavres de la vérité. C'est les cadavres des vrais chiffres. C'est pourquoi il y a la guerre communicationnelle. Si la vérité était valable en temps de guerre, il n'y aurait pas de guerre communicationnelle. On ne peut pas tuer 1000 Ukrainiens par jour et quelqu'un a le culot de dire qu'il en meurt 3 par jour et que c'est plutôt 2000 Russes qui sont tués par jour, par exemple. C'est un exemple que je donne. Hein. Donc, ici, là, on n'a pas besoin de vérité. On a besoin d'embarquer les gens, d'exciter les gens, de les embarquer derrière soi pour mener la lutte qu'on veut mener. Le général Tchani, en bon militaire, n'a pas voulu jouer à l'anesthésiste de son peuple. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, c'est pour anesthésier le peuple, pour empêcher le peuple de voir la vérité, pour empêcher le peuple de redoubler de vigilance. Moi, je crois que un pays en guerre, dans un pays en guerre, normalement, on doit parler comme le général Tchani. Vous vous rappelez le discours de Winston Churchill aux communes, quand il est venu à Londres à la primature pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais je ne peux promettre à mon peuple que du sang, des larmes et la sueur. Je crois que Tchani aurait pu dire exactement la même chose. C'est ce que je peux vous promettre. Si nous nous mettons véritablement au travail, c'est à ce prix-là, mais on doit s'en sortir. Donc, il a dit la vérité au peuple nigérien et le peuple nigérien doit lui être reconnaissant d'avoir à sa tête un chef qui ne vient pas pour mentir, pour faire plaisir, pour se faire applaudir. Tchani n'a pas voulu se faire applaudir, il n'a pas dit quelque chose d'excitant où tout le monde va se mettre à applaudir, alors qu'il avait des éléments, comme je l'ai dit. J'ai ramené l'uranium dans le giron, j'ai chassé toutes les bases terroristes occidentales qui étaient chez nous comme nos amis, mais qui aidaient les terroristes. Ils voyaient tout, mais ils n'ont jamais vu les terroristes qui viennent nous tuer. Mais nous, quand on bouge un peu, ils informent les terroristes, et, ils sont en train d'arriver. Donc, j'ai réussi à les chasser. Le pétrole, j'en ai pris le contrôle, malgré certaines gesticulations dans le port d'évacuation, j'ai réussi quand même à stabiliser les choses. Il y a beaucoup de choses que Tchani aurait pu dire. Oui, justement, mais contexte obligeant, mais Segoe Kegewe, est-ce qu'il n'était pas aussi important pour les Nigériens d'avoir un peu, en tout cas de comprendre les avancées, notamment sur le plan économique, social, mais surtout de pouvoir se retrouver dans cette politique de où on va après 2 ans? Oui. Pourquoi le général Tchani, disons, a insisté sur les difficultés? Parce qu'il a en face de lui des gens déterminés à détruire le peuple nigérien. C'est pourquoi il a fait allusion à des gens qui mènent toujours le combat, et ils ont la communication de leur côté. À ce sujet, j'allais dire effectivement, le général Tchani, tout comme les confrères du Sahel, ont le devoir de muscler leur communication. C'est très important. Il a bien fait en tant que même général de dire les autres ont la communication de leur côté. Mais nous aussi, on peut avoir la communication de notre côté.
C'est ce que nous on fait ici. On veut mettre la communication de notre côté, la communication du côté des justes, du côté de ceux qui mènent une lutte pour le peuple. C'est ça que nous faisons ici. On doit renforcer ça. Les pays du Sahel doivent renforcer ça et les autres qui ne sont pas membres de l'AES doivent bénéficier de cette communication renforcée dans le sens du soutien aux populations et non aux exploitants. Tu comprends? Voilà. Et le général est allé à l'essentiel dans son discours. Il est allé à l'essentiel. Il est allé à l'essentiel pour souligner que les dangers sont encore là. Ils sont omniprésents. Il vient de rappeler le triste spectacle de la réunion de Léoma à Lomé où un oiseau de mauvaise augure, un hibou, il semble qu'il est ministre sénégalais de quel machin, de l'économie. Il croit qu'il faut tirer sur Traoré pour augmenter ses chances de devenir quoi, peut-être Premier ministre du Sénégal, ou aujourd'hui entre président et Premier ministre, on ne sait pas qui fait quoi, qui est pour, qui est contre l'AES, tout ce bordel-là. Et toi, un petit ministre, tu viens t'asseoir et tu parles d'un pays comme le Burkina, d'un président comme Ibrahim Traoré. Tu en parles comme si le type-là était ton garçon de course, alors que toi, tu ne mérites même pas de suer les chaussures de ce gars-là. Donc, mais malheureusement, on sait que, bon, il nous dit que ce qu'on lui souffle, peut-être il avait même quelque chose dans les oreilles, et de Paris, on parlait et il le répétait. Donc, c'est de pauvres types, tu vois. Ils ont tellement humilié les Noirs, piétiné les Noirs, qu'on ne devait même pas parler d'eux. Mais Tiani est vent debout, il connaît la réalité, il sait ce qui se passe. Les Nigériens, l'appel est adressé aux Nigériens. Effectivement, les Nigériens, mais pour finir, les problèmes économiques, qui n'en a pas? Tiani avait le beau rôle de dire, écoutez, on est là, il y a la guerre contre les terroristes, il y a les attaques directes ou indirectes de l'impérialisme, donc bon, il n'y a pas de problème, on a des... Mais les problèmes économiques, tout le monde en a. Justement, le général Tiani a expliqué dans son discours la conjoncture socio-économique rendue difficile, selon lui, par les manœuvres de déstabilisation organisées par l'impérialisme. Mais est-ce un aveu d'impuissance? Non, quelle impuissance? Mais si c'était un aveu d'impuissance, il n'en aurait pas parlé. Parce qu'il sait que les gens allaient réfléchir et aboutir à ta conclusion. Quelle impuissance? Il est dans son pays. Il sait que tant qu'il a la population derrière lui, il a la victoire devant. Donc, il n'y a aucun aveu d'impuissance. Il a seulement dit à ses compatriotes, mes amis, il y a des difficultés, nous devions nous mettre... Écoutez, en réalité, ce qui se passe dans le Sahel, c'est des révolutions. Est-ce que vous comprenez? Et dans aucun pays, une révolution ne s'est transformée en banquet public, on mange bien, on boit bien, on danse. Non. Quand on dit révolution, il faut que les gens sachent de quoi on parle. Il y a beaucoup de souffrances. Mais c'est la condition pour s'en sortir. Allez demander aux Chinois la révolution, la longue marche de Mao, plus de 10 000 km. Allez demander aux Vietnamiens comment ils ont chassé, et les Français, et les Américains. Mais c'est à travers 1001 souffrances. Allez demander aux Sud-Africains qui ont combattu l'apartheid. Allez demander aux Algériens qui ont chassé les Français à coups de baïonnettes. Mais c'est vous, les Noirs, à qui on donne les indépendances autour d'un vin de champagne. C'est vous qui avez des problèmes. Si aujourd'hui, vous n'acceptez pas, ces dirigeants de Sahel vous donnent l'occasion de lutter pour prendre l'indépendance. Si au lieu de lutter pour prendre l'indépendance, vous allez encore vous soumettre aux colons, contre une enveloppe, contre un appartement à Paris, contre, disons, un mouchoir blanc dans le train, hein, à cause de ces conneries, mais ça fait votre affaire. Eux, ils ont ouvert la voie. Les peuples doivent les suivre et se battre. La révolution n'a jamais été un cadeau. Ce n'est pas des cadeaux. Sauf ceux qui font la révolution sur TikTok. Là-bas, bon, c'est TikTok. On parle, on s'installe là, on fume, on parle, on insulte un, on revient, on insulte l'autre. C'est la révolution sur TikTok. Ça n'a rien changé dans aucun pays du monde. Allez demander aux Russes la révolution de 1917. Est-ce qu'il y avait TikTok? Est-ce que Mao avait TikTok? Est-ce que le général Diak avait TikTok? Ils n'ont pas TikTok, ils ont fait leur révolution. Toutes les révolutions répondent aux mêmes critères. Il faut se battre, il faut accepter des sacrifices. C'est ça la révolution. Et justement, à la fin de son discours, le président a appelé les Nigériens à retourner au travail. Quelle implication de la population derrière les autorités? Mais d'abord, il faut que, si on parle de développement, il faut que la population travaille.
C'est la moindre des choses. Et le général Tiani, le président Tiani est très conscient de ça et il appelle justement sa population à redoubler d'ardeur, à ne pas se plaindre, à ne pas se lamenter, mais à travailler. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, voyez bien ce qui se passe avec les pays de l'AES. Le Niger a été, au lendemain donc, du changement de régime, a été coupé de tout financement, ses avoirs sont gelés, avec les menaces d'intervention armée soutenues par certains frères, malheureusement, de la CEDEAO. Et vous voyez aujourd'hui comment il y a même certains même qui prédisaient la fin, qui prédisaient que le Niger ne pouvait pas tenir au-delà de 3 mois. Et ça, c'est un ancien Premier ministre qui l'a dit. On se rappelle les déclarations, les premières déclarations sur un média international de l'ancien Premier ministre du président Bazoum qui disait que lui, il a été ministre des Finances et qu'il est Premier ministre et qu'il connaît la capacité du Niger et qu'il est même certain que 3 mois après que le Niger ne pourra pas subsister. Malheureusement pour lui, vous avez vu 2 ans après, le Niger est toujours sur la carte d'Afrique. Ce Premier ministre corrompu, vendu, acheté par la France, il a pris l'argent pour s'acheter des appartements dans lesquels il se pavane à Paris. Si tous les hommes de Tiani volaient autant d'argent pour s'acheter des appartements à Paris, effectivement, le Niger n'aurait pas pu tenir 2 mois. C'est un voleur, c'est un bandit. Alors, les voleurs et les bandits n'ont pas de leçons à donner à des patriotes, à des héros qui veulent lutter pour libérer leur pays. Ils se promènent où? Et ils parlent. C'est à Paris. Les médias sur qui ils parlent, c'est les médias mensonges qui sont payés grassement pour enterrer la vérité et sortir les mensonges. Donc, c'est des gens comme ça, il faut avoir pitié d'eux. Il n'est pas devin, il ne dira pas des choses et ces choses vont passer au Niger. Non. Les Nigériens sont un peuple travailleur. Indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes confronté à un climat très difficile dans le Sahel, c'est pas seulement le Niger, hein, les autres aussi. Hein. Et quand on est face à un climat aussi difficile, on doit redoubler d'ardeur au travail. Pourquoi le général Tiani a fini en insistant d'implorer le ciel pour qu'il y ait des pluies abondantes, suffisantes? Parce qu'il sait que le pays dépend encore beaucoup de l'agriculture. Ce n'est pas les rêveries, les charlataneries d'un ancien Premier ministre à Paris qui influencent les plus au Niger. Il faut laisser ces gens-là. Ils n'ont plus de cœur. Ils ont vendu leur peuple. Maintenant, Tiani dit, connaissant son pays, sachant que la majorité vit et de l'agriculture et de l'élevage, en attendant qu'il règle le problème par des systèmes d'irrigation viables et à grande échelle, mais au moins que le ciel nous donne la pluie. C'est quelqu'un qui connaît son pays. Le pauvre Bougour qui parlait à Paris, est-ce qu'il a tenu compte de s'il y a la pluie, il n'y a pas la pluie? Non. Parce que depuis qu'il est Premier ministre, il ne boit que champagne.